Bonjour à tous. La qualité de service, notée QoS, et la qualité d'expérience, notée QoE, sont deux notions complémentaires qu'il faut prendre en compte lorsque l'on veut évaluer la qualité d'un produit ou d'un service. Ces concepts sont génériques et nous allons les appliquer par la suite au domaine des télécommunications. Il existe 4 approches différentes mais complémentaires de la qualité de service. Il y a d'abord la qualité voulue par le fournisseur, ensuite la qualité rendue, c'est-à-dire délivrée opérationnellement par le fournisseur, il y a la qualité attendue par le client, et enfin la qualité vécue, on pourrait dire perçue par le client. Les deux premières approches forment la qualité de service, les deux dernières la qualité d'expérience. Nous allons évoquer ensemble successivement chacune de ces. Nous commençons par la qualité voulue. On peut la définir comme l'ensemble des dispositions prises par un fournisseur pour provisionner, c'est-à-dire dimensionner les ressources de son réseau afin de satisfaire un niveau de service qu'il se donne pour eux. Les classes de services associées au SLO sont au nombre de 4. On s'intéresse d'abord à la disponibilité, fréquence et durée des pannes, taux d'échec d'appel, et aussi la couverture géographique d'un service. Il y a ensuite l'intégrité, on s'intéresse au taux d'erreur, aux communications inaudibles, aux erreurs de facture. Il y a la dimension temps qui peut être représentée par tout ce qui concerne le débit de la ligne, les temps de réponse d'une application, le temps de transfert d'un fichier par exemple, et enfin les questions qui touchent à la capacité du réseau et essentiellement en fait le taux de charge maximum qu'il peut supporter avant saturation. A noter que pour un client, les problèmes de saturation sont vécus comme des problèmes d'indisponibilité, ce qui montre, s'il en était besoin, que la qualité voulue et la qualité perçue. Pour dimensionner et paramétrer leur réseau en phase de conception, les opérateurs pratiquent des simulations. Parmi celles-ci, les simulations de couverture radioélectrique nous intéressent plus particulièrement. En effet, les cartes de couverture produites par les opérateurs mobiles sur leur site ou dans leur point de vente sont le fruit de simulations informatiques réalisées en phase d'ingénierie de déploiement. Par rapport aux mesures terrain, que nous verrons par la suite, ces simulations ne tiennent pas compte des éléments de contexte, tels que le nombre d'utilisateurs sous la même cellule, ou encore des variations de propagation éventuellement dues à la météo. En ce sens, ces simulations fournissent une estimation de la couverture plus neutre et plus lissée par rapport aux mesures terrain, mais de ce fait pas nécessairement parfaitement représentative de l'expérience client en un lieu et à un instant donné. Ajoutons que ces simulations portent sur la couverture à l'extérieur des bâtiments, alors que l'on sait bien que de nombreux appels sont passés depuis l'intérieur des bâtiments, par exemple chez soi, au bureau ou dans un centre commercial. Un mot maintenant sur l'Internet fixe. On aurait souhaité disposer de simulations de débit en avant-vente. Ce n'est pas le cas. Seule l'éligibilité à telle ou telle technologie ou offre vous est communiquée à votre adresse. Passons à la qualité attendue. Les valeurs usuelles sont les suivantes. Une page web chargée en moins de 5 secondes, une communication téléphonique correcte plus de 2 minutes, des SMS reçus en moins de 10 secondes, du streaming vidéo correct plus de 2 minutes. Bien sûr, l'objectif est de disposer d'un bon streaming beaucoup plus longtemps que 2 minutes, idem pour les communications vocales. Il s'agit là plutôt d'une restriction opératoire pour limiter la durée des tests. D'ailleurs, il s'agit là de quelques valeurs de référence. Il est tout à fait possible d'en choisir d'autres. Surtout, il est nécessaire de les faire évoluer dans le temps dès lors que les réseaux s'améliorent en performance.
Et il faut savoir que les exigences des consommateurs augmentent également, généralement, avec le temps. En matière de débit, en dehors de la navigation sur les sites web de base, il est assez courant de se référer aux performances de transmission des services multimédia de type audio et vidéo. À ce sujet, l'Ofcom, le régulateur anglais, nous fournit les principales valeurs de référence que vous pouvez voir sur ce schéma. Sans surprise, on peut voir que c'est la qualité de l'image qui joue le rôle le plus déterminant selon que l'on est en qualité simple définition SD ou bien haute définition HD, voire même en ultra haute définition. Abordons maintenant la qualité rendue, celle qu'on peut mesurer en opération sur le terrain. Il faut les diviser en deux catégories. Il y a d'abord les mesures de performance du service qu'on mesure en débit, effectivement mesuré, la gig, la latence qui sont des variantes techniques. Et les autres indicateurs sont des indicateurs de qualité de service rendu au client dans lesquels on trouve le délai de mise en service, les taux de panne qui peuvent aussi s'exprimer en taux de disponibilité, les délais de réparation, la disponibilité du service client, le traitement des plaintes et la fiabilité de la facture notamment. En matière de mesure de performance, il existe désormais de nombreux outils que l'on appelle couramment des speed tests et qui permettent de mesurer le débit et accessoirement d'autres paramètres techniques dont la latence dont nous avons parlé tout à l'heure. Ces tests sont effectués directement sur les lignes d'abonnés, tant en fixe qu'en mobile. Il est possible ensuite d'agréger toutes ces données pour produire de l'information dite crowdsourcée. On peut également utiliser ces outils en environnement dit contrôlé pour en améliorer la fiabilité. Les données que vous voyez à l'écran sont le résultat de tests effectués en 2019. Vous voyez ici un autre exemple de production de données agrégées. Il s'agit de résultats publiés par NPerf sur la base de plus de 6 millions de tests crowdsourcés de lignes Internet fixes sur l'année 2019. Selon ce relevé de mesure, le débit moyen global des lignes Internet en France serait de 98 mégabits par seconde, dans le sens des flux descendants. Afin de garantir la pertinence et la fiabilité des mesures de performance des réseaux télécoms, l'ARCEP, le régulateur, a pris les dispositions suivantes. La publication d'un guide conduite à destination des acteurs de la mesure afin d'encadrer la production de tests. Et par ailleurs, à la fin de l'année dernière, une décision qui va imposer aux opérateurs la mise en place d'une interface de programmation applicative qu'on appelle API. Venons-en maintenant à la qualité rendue mesurée par des indicateurs non techniques dont l'importance est au moins aussi importante. Il s'agit principalement de mesurer les délais de mise en service, les taux de panne et les délais de réparation. Ces indicateurs ne sont malheureusement plus disponibles depuis 2018. Pourtant, la loi fait obligation aux opérateurs de les produire et le Code européen des communications électroniques, qui sera de pleine application à la fin de cette année 2020, renforce cette obligation et même précise les indicateurs à fournir et leur granularité géographique. À défaut, on peut s'intéresser à l'étude de la société Arthur D. Little, que vous voyez à l'écran et qui a réalisé en 2019 une analyse du taux de plainte par milliers d'abonnés. Cette étude fait apparaître qu'en moyenne, les taux de plainte sont supérieurs aux bonnes pratiques, et ce, quel que soit le secteur, que ce soit pour les réseaux mobiles ou pour les réseaux fixes, et que ce soit pour le segment des consommateurs grand public ou pour les offres aux entreprises.
Il nous reste à parcourir les indicateurs de la qualité de service tels que vécus par l'utilisateur, son expérience du service, et qui peut être établi de deux manières. Tout d'abord, par le recueil et l'analyse des plaintes. Dans ce domaine, l'Observatoire des plaintes et insatisfactions de la FUIT fait référence depuis de nombreuses années et vous y trouverez beaucoup d'informations très précises en fonction de la typologie des insatisfactions. Le médiateur des télécoms, qui apporte une aide extrajudiciaire aux utilisateurs qui n'ont pas réussi à résoudre directement leur litige auprès des opérateurs. Il publie chaque année un rapport qui est également très instructif. Plus récemment, l'ARCEP, notre régulateur national, dans le cadre de sa stratégie de la régulation par la donnée, a mis en place une plateforme baptisée J'alerte afin de recueillir directement les insatisfactions des consommateurs. Enfin, il est possible de saisir la DGCCRF lorsque l'on constate des pratiques commerciales jugées illicites. L'autre manière de procéder consiste à réaliser des enquêtes sur une base de population représentative. Dans ce domaine, le baromètre du numérique réalisé par le CREDOC pour le compte des pouvoirs publics est intéressant. À titre d'illustration, voici quelques chiffres tirés de ces publications. Dans le rapport du CREDOC 2019, on peut lire que 70% des Français déclarent ne jamais avoir de problème de connexion avec leur mobile à leur domicile. Cela veut donc dire qu'il en reste 30% qui rencontrent des problèmes, 8% souvent, 16% peu souvent et 6% très souvent. Dans l'Observatoire de la FUIT 2019, vous pourrez découvrir le podium par type de plainte sur ligne internet fixe. En tête, les interruptions de service pour près de 30%, puis viennent les problèmes de résiliation en numéro 2 et en numéro 3, les défauts de qualité de service. Dans le rapport de la DGCCRF de 2018, les télécommunications apparaissent à la deuxième place des réclamations reçues, et ceci loin devant certains autres secteurs comme les transports, l'assurance, l'eau, l'énergie, le tourisme par exemple. S'intéresser à la qualité de service vécu par un client, c'est s'intéresser à l'ensemble de son parcours, en avant-vente, en vente, au moment de l'installation, en phase d'utilisation du service, s'il rencontre ou pas des problèmes de facturation et comment se passe, le moment venu, une éventuelle résiliation. Ce qu'il faut faire, c'est s'intéresser aux irritants qui peuvent apparaître tout au long du parcours client, repérer les moments clés de la relation et bien sûr gommer toutes les pratiques commerciales, déloyales et trompeuses. Bien sûr, une bonne relation client, c'est aussi beaucoup de qualité de relations humaines, de l'empathie, de la personnalisation, la recherche de la simplicité, de la rapidité dans les actions transactionnelles, la volonté de vouloir résoudre rapidement les problèmes qui se présentent, qu'ils soient techniques ou commerciaux. À cet égard, l'étude KPMG, déjà mentionnée, situe le secteur des télécoms à une médiocre 7e place sur 10 secteurs étudiés. Bonne nouvelle néanmoins, tous les indicateurs ont progressé entre 2008 et 2009. Toutefois, et je veux terminer là-dessus, on ne peut espérer une relation client enrichie, une relation client optimale, pleine de bonnes surprises, que lorsqu'on a d'abord satisfait aux attentes de base qui forment les caractéristiques essentielles du service, celles pour lesquelles le client a souscrit. La fidélité et l'espoir de recommandations positives commencent par là.